Après une première carrière dans l'aéronautique en tant que pilote de ligne, je me suis ensuite tourné vers une carrière de conseiller en relations internationales et en sciences politiques. Cela fait maintenant plusieurs années déjà que j'écris essentiellement des essais de géopolitique et de géostratégie. Un monde instable est mon dernier essai, qui est aujourd'hui disponible en librairie. J'ai également écrit d'autres ouvrages tels que L'Afrique et la question environnementale, The Strategy of Chaos, Human Rights and State Responsibility, Over the World, ces trois derniers livres ayant été écrits en anglais. J'ai écrit par la suite Le Nouvel Ordre, Essais prospectifs sur le monde, et enfin un roman intitulé Un été à Alger, publié en 2007. Mes livres sont d'abord destinés à un public spécialisé, à des dirigeants, à des universitaires, mais ils sont également destinés au grand public, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux évolutions géopolitiques de notre monde. D'ailleurs, mes ouvrages sont référencés dans de nombreuses universités comme Harvard, Stanford, Princeton, Yale, ainsi que dans d'autres universités et bibliothèques à travers le monde. Dans Un monde instable, publié en février 2013, j'évoque la situation mondiale et l'exacerbation de nombreuses tensions géopolitiques, régionales en Asie, dans le Caucase, au Proche et au Moyen-Orient, et qui rendent chaque jour le destin de notre monde plus incertain. Dans le contexte mondial, la compétition entre les nations autour de tout ce qui constitue une source potentielle de richesse s'inscrit désormais au cœur des relations internationales. Ainsi, par exemple, au sein même de l'Union européenne, espace de coopération par nature pour ses États membres, cette compétition devient de plus en plus prégnante et favorise l'exacerbation des rivalités et du repli sur soi. Les différents sujets évoqués dans mon livre sont divers et suivent une ligne directrice qui consiste à pointer les facteurs d'instabilité d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'il faut bien comprendre que nous vivons dans une période particulière, dans un monde confronté à de profondes mutations et donc en instabilité permanente. Les facteurs d'instabilité sont nombreux et toutes les tendances accablantes du siècle passé ont concouru à ce grand basculement, à une certaine instabilité, telle que l'explosion démographique, qui pèse de plus en plus lourdement dans l'accès à des ressources énergétiques âprement disputées et qui s'amenuisent chaque jour, l'émergence de puissances intermédiaires, la conversion à l'économie de marché de nations comme la Chine ou la Russie, jadis recluses dans le carcan communiste, la révolution numérique qui, à travers Internet, libère la mutualisation des flux de commerce et d'information, et bien d'autres facteurs qui sont développés dans ce livre. Les risques sont nombreux et variés. La compétition entre les pays occidentaux et les pays émergents va certainement s'accroître de plus en plus à mesure que les ressources énergétiques vont se raréfier dans les prochaines années. Le transfert de puissance qui s'opère altère les rapports de force économiques et stratégiques entre les pays dominants et les pays dominés. Ce début du XXIe siècle est donc marqué par le fait que l'Occident n'est plus le centre de gravité du monde. Des pays émergents comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, la Turquie, l'Iran ou l'Afrique du Sud prétendent elles aussi à régenter les affaires de ce monde. En fait, au-delà de son aspect le plus spectaculaire, peut-être éphémère, mais assurément récurrent et répétitif, les différents phénomènes d'instabilité de notre monde sont un extraordinaire révélateur d'une mutation radicale entre un monde qui n'en finit pas de mourir et un autre qui n'en finit pas de naître. Une sorte de confrontation entre un monde du XXe siècle et un monde du XXIe siècle. Effectivement, il est fort probable que la confrontation entre les États-Unis et la Chine aura lieu dans la zone Pacifique. Cette zone est devenue, en ce début de XXIe siècle, l'épicentre de l'économie mondiale. Vu l'expérience historique, un affrontement entre la Chine et les États-Unis ne paraît donc pas improbable, ce qui ne veut pas dire certain et inévitable. La Chine est une puissance montante qui vise aujourd'hui à retrouver sa place
dans le monde. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, avant la période d'humiliation imposée par les puissances occidentales, la Chine contribuait pour près du tiers de la richesse mondiale, contre 2% au début du XXe et 12% aujourd'hui. Une des questions posées aujourd'hui par la montée de la Chine est la forme que prendra cet affrontement entre les Chinois et les Américains. Celui-ci ne sera pas nécessairement armé, et s'il est militaire, il ne sera pas global. La première priorité de la Chine est d'établir son hégémonie dans la région Asie-Pacifique. Et pour parvenir à ce but, elle doit évidemment faire face aux États-Unis qui sont les protecteurs de nombreux pays de la région. Évidemment, certains experts chinois pensent qu'il suffit de contrebalancer la présence américaine, d'autres pensent qu'il faut chasser les Américains de la région. Je dirais que les plus réalistes considèrent au contraire que la présence américaine contribue au contraire à assurer la sécurité de la Chine, en dissuadant d'autres puissances comme le Japon et la Corée du Sud de se doter d'une arme nucléaire. Évidemment, le conflit est évitable si les responsables américains comme chinois sont suffisamment habiles pour apaiser les tensions et, je dirais, trouver une forme de coopération qui serait une synthèse intelligente entre endiguement et engagement. Ce qu'il faut savoir, c'est que de la faillite de l'URSS, les Chinois ont tiré la leçon qu'il était vain de s'épuiser à rechercher une parité militaire globale avec les États-Unis. En revanche, ils considèrent qu'une hégémonie régionale, au moins dans un premier temps, est non seulement à leur portée, mais est conforme à leur destin historique. C'est pourquoi, avec un budget militaire en forte expansion, bien qu'il reste encore largement inférieur à celui des États-Unis, ils développent des systèmes d'armes comme des missiles, des porte-avions et des sous-marins qui doivent leur permettre de dissuader les Américains d'interférer dans ce qu'ils estiment être leurs intérêts vitaux, notamment leurs revendications sur Taïwan et sur les îlots de la mer de Chine, disputés notamment entre eux et le Japon, le Vietnam ou encore les Philippines. Quant aux États-Unis, je dirais que en se repositionnant en Asie-Pacifique, Washington remet le pied dans une région hautement sensible, avec des exemples comme la rivalité sino-japonaise sur les îles Senkaku Diaoyu ou dans le dossier du nucléaire nord-coréen. Évidemment, les succès ou les échecs des États-Unis détermineront, je pense, en grande partie leur capacité à se maintenir comme la première puissance mondiale d'ici 2050. Sans doute retiendra-t-on de ce second mandat du président Barack Obama qu'il fut celui d'une transition à la fois dans la méthode et dans l'identification des priorités, mais également d'une transition de puissance que les 20 prochaines années pourraient confirmer. Évidemment, dans le domaine environnemental, le risque le plus important aujourd'hui et pour la prochaine décennie est sans doute celui du réchauffement climatique qui va engendrer des bouleversements météorologiques, la fonte des sols arctiques et un réchauffement global de la planète. Ces constatations doivent conduire à mieux prendre en compte les conséquences environnementales sur les risques de conflits et de tensions, notamment autour de l'accès à l'eau et à l'énergie. Il est même vraisemblable que nous connaîtrons un certain nombre de conflits armés qui résulteront des modifications de l'environnement, tels que des conflits pour l'accès à l'eau, à l'énergie ou relatifs au sort des réfugiés climatiques. Dans ce contexte, évidemment, la question de la prévention et de l'action doit être une priorité pour les décideurs politiques. D'ailleurs, les trois grandes tendances que nous pouvons déjà constater et qui feront certainement évoluer le système international dans les prochaines années sont déjà visibles. La première sera le développement économique des pays émergents, en particulier la Chine et l'Inde.
Leur part dans la consommation mondiale devrait respectivement passer de 6 à 18% et de 2 à 22% entre 2000 et 2030, ce qui poussera certainement à la baisse le poids des puissances économiques traditionnelles comme les États-Unis, le Japon ou l'Union européenne. La deuxième tendance qui est aussi visible sera la généralisation de l'accès aux technologies de pointe. Elle est bien sûr intimement liée à la croissance économique des pays émergents, mais aussi à l'intensification des flux d'informations à l'échelle mondiale, notamment via Internet et les réseaux sociaux. Enfin, la troisième tendance sera certainement l'aggravation des risques environnementaux et une pression accrue sur les ressources naturelles soutenue par l'expansion démographique. En effet, il faut savoir que la population mondiale devrait passer de 7,1 à 8 milliards d'habitants entre 2012 et 2030, ce qui devrait augmenter de 45% la demande mondiale en énergie dans la même période. Ce dernier phénomène risque donc d'accentuer encore plus les risques de conflit. Il y a donc, je dirais, urgence à agir dans un monde qui compte chaque année 100 millions d'êtres humains en plus sur la planète. Dans l'ensemble, ces effets combinés auront un impact sur la politique internationale de trois manières. La généralisation de l'accès aux technologies et le poids croissant des économies chinoises et indiennes contribueront certainement à redistribuer les cartes de la puissance à un niveau local, mais aussi à un niveau international. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication donneront également une influence plus palpable aux individus sur la vie politique des États, du fait de leur instantanéité et de leur aptitude à transcender les frontières. Si on peut considérer qu'elles sont une chance dans un monde où les enjeux de gouvernance deviennent moins cloisonnés, elles multiplieront aussi les sources d'instabilité. Quant à la croissance des pays émergents, elle rééquilibrera nécessairement la répartition de la puissance au profit de l'Asie, mais aussi des puissances moyennes et émergentes. En fait, et pour conclure, à l'évidence, ce qu'il ressort, c'est que la Pax Americana à laquelle nous étions habitués depuis 1945 a déjà pris fin. Et effectivement, même si la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie ou le Brésil assèment désormais leur avis généralement contraire aux Occidentaux dans les affaires du monde, il est probable que la Chine et l'Inde chercheront certainement à remplacer les États-Unis dans leur rôle d'hégémon d'ici 2030. Mais certains facteurs risquent effectivement de ralentir leur progression, notamment la rapidité de leur urbanisation. Ainsi, dans les 20 prochaines années, la part de la population urbaine dans la population mondiale totale passera de 55 à 60%. Une hausse qui sera portée à 54% par l'Asie-Pacifique, contre 23% pour le continent américain, 21% pour l'Afrique subsaharienne, 19% pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et 2% pour le continent européen. L'autre facteur est le développement des classes moyennes qui vont contraindre ces pays à réformer leur système de santé et à répondre certainement à une demande accrue de changement, d'où certainement des relents de crise sociale. Cela retardera leur ambition internationale et les désintéressera probablement des enjeux de gouvernance multilatérale. Ce repli économique interne est d'autant plus préoccupant une fois prise en compte la question du tarissement des ressources. En Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient ou en Asie du Sud, les risques de conflit sont fort probables du fait de la volatilité des ressources et de la jeunesse de la population. L'autre question est ici de savoir si les États-Unis seront en mesure de réaffirmer leur leadership dans les prochaines décennies, puisqu'en l'état, aucune autre puissance n'est en position, ni même désireuse, de jouer un rôle de meneur dans les négociations multilatérales, que celles-ci portent sur l'économie, le climat ou le développement.
Ces enjeux sont de plus en plus imbriqués et en même temps de plus en plus contextuels. Et pour y faire face, cela nécessite aussi une grande variété d'instruments diplomatiques, militaires, économiques et symboliques que les États-Unis sont aujourd'hui les seuls à posséder. Ainsi, l'ordre économique mondial, cadre de la gouvernance créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur la base du droit et du principe du marché libre et ouvert, est pour l'essentiel une création américaine. Aujourd'hui, cet ordre est toujours en place, même si les différentes crises économiques ont quelque peu ébranlé le système. Je dirais que si l'ordre américain est aujourd'hui en danger, il reste aussi pour le moment solidement ancré dans le système de gouvernance mondiale, même si la crise de l'eurozone ou l'échec des négociations de l'OMC dans le cadre du cycle de Doha illustre bien à quel point ces institutions ont du mal à relever les défis de l'économie de ce début de XXIe siècle. Je dirais que ce qui va caractériser la prochaine décennie, c'est une sorte d'ordre dans un chaos relativement contrôlé, avec une forte opposition entre un ordre ancien contrôlé par les pays riches et un ordre nouveau voulu par les pays émergents. Cette transition sera certainement marquée par de nombreuses secousses et sera également globale. Quant au statut de puissance des États-Unis, il est fort probable qu'ils accéderont au rang de primus inter pares, c'est-à-dire premier entre les égaux, d'ici à 2030. Effectivement, la première décennie de ce XXIe siècle s'achève donc sur un constat d'échec, un échec inquiétant pour la société mondiale. Les objectifs du millénaire proclamés en 2000 par les Nations Unies et qui consistaient à diviser par 2 d'ici 2015 la pauvreté dans le monde n'ont jamais été atteints. Le contexte international et stratégique s'est donc rapidement et profondément transformé depuis 2008 sous l'effet d'événements et d'évolutions déterminantes dont l'ampleur évidemment était difficilement prévisible, telles que la transformation d'une partie du monde arabe, la crise économique américaine et européenne, la fin de l'hyperpuissance américaine ou les évolutions des menaces de guerre entre États. Je voudrais terminer mon propos par cette citation d'Aimé Césaire écrite en 1955 dans son discours sur le colonialisme et qui illustre bien la trame de notre époque et qui est la suivante. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux sur ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde.